Allez, je vous propose de commencer. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous. On est heureux de vous accueillir ici sur ce webinaire qui, on l'espère, va vous apporter quelques informations pour mieux exploiter vos données, pour gagner du temps également dans la gestion de ces données. Juste avant de commencer sur le corps même du webinaire, un tout petit peu de logistique. Si vous avez des questions, si vous voulez poser des questions sur les différents sujets que nous allons aborder aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire via le chat. On y répondra en fin d'intervention, voire a posteriori si le temps nous manque. On vous fera également parvenir à l'issue des 2 sessions de webinaire. Vous savez qu'il y a cette journée, ce webinaire aujourd'hui, il y en a une autre mardi prochain. Les supports qu'on aura partagés avec vous, donc à l'issue de ces 2 sessions. Pour animer ce webinaire, nous sommes deux, David Perruc, cofondateur et CEO de Dexter, et moi-même en tant que responsable de l'offre de service chez Dexter également. Voilà, donc commençons ce webinaire et avant tout quelques mots peut-être sur notre société, sur Dexter. Oui. Bonjour à tous. Donc, comme m'a présenté Stéphane, donc je suis David Peyruc, je suis le PDG donc de la société Dexter et cofondateur avec Erwan David qui est le directeur technique donc de la société. Donc nous sommes une société qui existe depuis un peu plus de 3 ans et demi maintenant, et la particularité des cofondateurs et du coup aussi de l'ensemble des personnes et des collaborateurs de Dexter, c'est que nous sommes des spécialistes de la donnée. On aime travailler la donnée et derrière on a aussi pas mal de background qui nous permet de pouvoir l'exploiter et amener notre expertise donc auprès de nos clients. Donc on a une solution, on est éditeur de logiciels et donc on développe une solution qui s'appelle Inquiro et qui sera largement justement expliquée donc dans la présentation qui va suivre par Stéphane. Et ensuite, concernant un petit peu la vision au sein de Dexter et un petit peu la proposition avec Inquiro, pour nous, c'est basé sur certains constats, mais le principe, c'est vraiment de simplifier et d'optimiser la donnée et l'utilisation de cette donnée. Et ça va se faire à travers l'outil, mais à travers aussi les différents concepts qui sont présentés et qui sont amenés. Quand on parle de données, c'est principalement de la donnée scientifique, puisque nous sommes des spécialistes de la donnée scientifique. Et l'autre élément, c'est vraiment aussi pour nous de rendre toute la valeur justement à la donnée, car les entreprises aujourd'hui ont en général beaucoup de données. C'est un capital extrêmement important qu'il nous semble important de valoriser. Et je pense que ce n'est pas les GAFA, les Google, Facebook et autres qui démentiront cet aspect-là. Nous avons plusieurs partenariats technologiques, donc 2 en sont mentionnés, les 2 plus importants. Le premier, c'est avec la Fondation Allotrope. On ne sera pas amené à en parler, mais on pourra éventuellement l'aborder dans les questions. Donc c'est une fondation qui vise à créer un format finalement de données de résultats, justement de laboratoire, afin que les sociétés, enfin les départements puissent échanger plus facilement. Donc c'est en gros un format un petit peu uniformisé de résultats de laboratoire. Et nous avons un deuxième partenariat qui est avec la société Chemaxon. C'est une société qui est spécialisée dans les logiciels de chimie et pour lequel nous avons intégré un certain nombre d'outils que vous verrez du coup dans la partie présentation. Et puis enfin, il y a 1 an maintenant, on a été nommé Cool Vendor in R&D Manufacturing, donc c'était en avril 2017. Voilà, on a reçu cet award. C'était relatif à notre capacité à pouvoir justement adresser des sujets autour de la donnée scientifique auprès donc de nos clients. Et voilà, on en est très content et fier. Voilà pour cette présentation de Dexter en quelques mots. Puis je vais repasser la parole à Stéphane. Très bien. Donc, à la genèse de Dexter et d'Inquiro, qui est le logiciel développé par Dexter, plusieurs constats sur la façon dont sont gérées les données dans l'entreprise, hein, une gestion d'autant plus importante
que le nombre de données générées est sans cesse croissant, et je pense que vous êtes confrontés tous à cette problématique, en tout cas à faire face à ce constat. Un premier élément qui est donné par McKinsey et compagnie, c'est de dire que environ plus de une journée par semaine est consacrée à la recherche et à la collecte d'informations. Cette information, elle est pour le coup excessivement importante, parce que ça signifie quoi? Ça veut dire que l'information, elle est silotée dans l'entreprise, au sein des différentes entités de l'entreprise, que ce soit côté scientifique, mais aussi côté marketing, côté commerce. En tout cas, il y a un silotage dans la structuration même de la donnée, qui rend l'accès à cette information difficile. La donnée, souvent, ou l'information, elle est également oubliée. C'est quoi votre réflexe quand vous cherchez une information? C'est de rechercher sur Internet. L'inconvénient, c'est que Internet ne possède que de la donnée publique et pas forcément votre donnée privée. La donnée privée qui vous est propre, c'est bien votre richesse, c'est bien votre patrimoine d'information, votre patrimoine scientifique. Et la question se pose également lorsque vous avez à l'arrivée d'un nouveau collaborateur, comment lui éviter de refaire ce qui a été déjà fait? C'est une vraie question auquel vous faites face régulièrement. La donnée, elle est également quelque part inconnue, c'est-à-dire que combien de fois on s'est estimé qu'une étude a été déjà faite, et combien de fois on s'est estimé qu'on ne refait pas d'études parce que l'information existe déjà. C'est toute cette dimension qu'il nous faut aborder. D'autre part, sur la base de ce même rapport, d'autres études complémentaires estiment à environ 13 000 € par an et par personne le coût du temps perdu à chercher de l'information. Donc ce sont les éléments pour le moins importants. Deuxième constat, c'est que dans votre donnée, dans votre patrimoine d'information, il y a différents types de données. Il y a de la donnée non structurée et de la donnée structurée. La donnée non structurée, qui représente environ 80% de votre donnée, c'est tout ce qui est sous forme de fichiers, ce qui est sous forme de fichiers Word, PDF, Excel, des raw data, des données quelles qu'elles soient, stockées dans des répertoires, stockées dans des disques locaux, sur des répertoires partagés, dans des systèmes dédiés, mais pas forcément structurés. On l'oppose régulièrement à la donnée structurée, qui elle concerne les bases de données, qui pour le coup permettent de retrouver une information assez facilement, mais sur une structure qui est figée et difficilement évolutive. Cette information met en évidence qu'il est très compliqué et laborieux de retrouver une information pertinente au sein du patrimoine de l'entreprise. Typiquement, si je prends l'exemple de l'explorateur Windows, combien d'entre vous n'ont pas réussi à retrouver l'élément qu'ils cherchaient en utilisant l'explorateur Windows? C'est quelque chose qui est, somme toute, laborieux et compliqué. Troisième constat, sur un périmètre qui est peut-être un petit peu plus spécifique, celui des gens qu'on appelle les data scientists, donc les spécialistes de la donnée. Au regard de cette étude, on estime à 80% leur temps passé à organiser de la donnée, nettoyer de la donnée, collecter de la donnée, et de ces mêmes data scientists, donc ces mêmes responsables de la donnée, le constat, il est de dire également que ces 80% représentent la partie la moins agréable, en tout cas la plus fastidieuse de leur activité, et nombre d'entre eux aimeraient se consacrer à des choses bien plus valorisantes que la recherche et le nettoyage de la donnée. Donc, ce que l'on constate également, et ça c'est issu des discussions qu'on a régulièrement avec vous, avec nos clients, vous exprimez de façon récurrente des questions ou des remarques du type les collaborateurs bougent, ils partent, et avec eux, la connaissance part. Comment garder au sein de l'entreprise cette connaissance? De la même façon, des moyens de stockage, vous en avez tous. Il y a une vraie diversité dans ces moyens de stockage,
Et pour rechercher la donnée, je ne sais pas par où commencer, c'est ce que vous nous dites. Il y a une vraie difficulté à savoir par quel bout prendre les choses finalement. Et puis en fait, enfin, vous avez également exprimé parfois le fait que vous avez réalisé des expériences, vous avez réalisé une activité, parfois longue, parfois coûteuse, et quelques semaines, quelques mois plus tard, vous ne retrouvez pas facilement l'information que vous-même avez générée. Alors, dans ce cas-là, autant dire que quelqu'un qui n'a pas participé à cette expérience va avoir une difficulté beaucoup plus accrue à retrouver cette information. Et ça répond souvent à des problématiques de reprise d'activité, poursuite d'études ou une collaboration, voire l'arrivée d'un nouveau collaborateur comme on le mentionnait tout à l'heure. Ce sont autant d'éléments qui rendent l'accès à l'information indispensable. Ce challenge est d'autant plus pertinent que la connaissance qui est générée par les collaborateurs constitue une des richesses de l'entreprise, une richesse importante de l'entreprise. Sur ces constats, nous avons bâti une solution qui va vous permettre de consacrer plus de temps à l'exploitation de vos données scientifiques tout en facilitant leur accès. C'est ce qu'offre la solution Inquiro et c'est le sujet même de ce webinaire. La proposition de Dexter, la proposition qui est réalisée au travers d'Inquiro, c'est de contextualiser et de réorganiser cette masse d'informations non structurée pour la plupart, dans une information qui est organisée, que vous allez pouvoir exploiter. Dans cette dynamique, la donnée va prendre une autre dimension qui vous permet de devenir, alors, je vais le dire en anglais, c'est peut-être un peu plus, malheureusement un peu plus parlant, mais information driven. On entend par information driven le fait que tout le contenu pertinent et les données qui proviennent de l'entreprise sont traitées intelligemment pour répondre aux objectifs et aux besoins de l'utilisateur. Vos organisations mettent à disposition des systèmes de gestion de données. Tous, à l'écoute aujourd'hui, là, vous avez des systèmes de gestion de données, organisés ou peu organisés, mais vous avez ces systèmes-là. Il y a des systèmes de gestion documentaire qui permettent de centraliser la documentation. Et ces systèmes de gestion documentaire, si je le restreins un petit peu ou si je vulgarise un petit peu, elles répondent aux problématiques de stockage essentiellement. Et répondent à la question où sont les documents du projet PR28, si on parle d'un projet PR28, si tant est qu'il existe. Donc ça, ce sont les GED. Le deuxième élément dont vous disposez, ce sont les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche qui répondent à des questions de recherche sur un mot donné. Typiquement, où sont les données, où sont les fichiers qui mentionnent le projet PR28. Inquiro, quant à lui, il va combiner un moteur de recherche et des stratégies d'annotation qui vont enrichir votre jeu de données, votre patrimoine de données. Ce qui va permettre d'élargir la recherche initiale et répond alors à des questions qui sont un peu plus larges, du type quels sont les biomarqueurs identifiés dans le projet PR28. Donc on est sur une dimension qui donne une valeur à la donnée, qui donne un enrichissement de la donnée et permet d'aller plus loin dans l'exploitation même de cette donnée. Au cours des slides qui suivent, on va aborder la façon de travailler l'Inquiro selon 3 axes. Le premier qui est le fait de fédérer de la donnée. Fédérer, c'est centraliser de la donnée qui provient de différentes sources, qui provient de différents formats, on le verra un petit peu. Le deuxième élément qui est de contextualiser cette donnée, c'est-à-dire donner un sens à la donnée dans le contexte de l'entreprise ou dans le contexte opérationnel dans lequel on veut l'utiliser. Troisième élément, l'exploitation, c'est-à-dire utiliser cette information, utiliser ce jeu de données, cette donnée, et trouver des synergies, ouvrir vers d'autres horizons, aller globalement un peu plus loin que la donnée brute, donc la donnée qui est générée par l'entreprise.
Et tout ceci grâce à Inquiro, évidemment, qui est le centre et l'acteur majeur dans cette gestion de la donnée. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, fédérer la donnée, c'est centraliser la donnée, c'est réussir à charger de la donnée. Donc, chargement manuel, certes, mais finalement, c'est pas forcément la donnée primordiale. Ce qui est intéressant, c'est la capacité d'Inquiro à collecter automatiquement de l'information, des données, via des connecteurs. En faisant cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Inquiro va se connecter à des sources de données que vous avez identifiées, et derrière, pour vous, c'est transparent. Ça veut dire que vos modes de travail actuels n'évoluent pas. La donnée est simplement référencée dans Inquiro, et les sources de données restent intactes, et vous continuez à utiliser, vos automates continuent à produire de la donnée selon les mêmes méthodologies. Inquiro va intégrer également des données de tous horizons, de différentes sources, qu'elles soient des données structurées, donc je parle là de nouveau de base Oracle, SQL, PostgreSQL, peu importe, mais également de données non structurées, de tout type de format. On va citer les grands formats que sont les formats Microsoft avec du Word, du Excel, du PowerPoint, mais également du PDF, des SharePoint, des données brutes, en tout cas toutes sortes de données. Inquiro est en mesure de l'intégrer et de le référencer. Typiquement dans ce type d'éléments, je vais pouvoir mesurer et traiter de la donnée NGS avec donc de la donnée brute, de la donnée de cartographie, avec des données de bureautique dans un même système, et fédérer cette information en un même lieu. On a fédéré effectivement la donnée. La deuxième étape va être de contextualiser cette donnée. Pour contextualiser la donnée, c'est-à-dire identifier cette donnée dans le jeu dans votre set de données, dans votre jeu de données, Inquiro va s'appuyer sur des ontologies spécifiques du domaine scientifique concerné. Une ontologie, pour vulgariser, un dictionnaire. Inquiro va également s'appuyer sur des métadonnées. Si je le traduis dans l'application, ça veut dire que, alors la métadonnée, c'est globalement ce qui caractérise l'information d'une donnée ou d'un document. Dans cette représentation d'Inquiro, vous pouvez voir ici, dans cette partie description, des informations qui sont d'un ordre technique, à savoir qui a créé la donnée, à quelle date elle a été créée, voire mise à jour, quel est le type de fichier ou le nombre ou la taille de ce fichier. On va également être en mesure d'identifier de la donnée un peu plus métier, à savoir données chimiques, grâce à Chemaxon. On y reviendra un petit peu plus tard, je ne vais pas m'étendre. Et puis également, grâce aux ontologies, donc grâce au dictionnaire de données spécifiques du domaine d'activité, si on parle de la biologie par exemple, on a certains dictionnaires qui sont spécifiques de gènes, de protéines, de lignées cellulaires, ce genre de choses, et qui vont permettre de repérer dans le texte, dans le document, dans votre jeu de données, les informations métiers dont vous disposez et que vous voulez traiter. Donc on a identifié la donnée, on va être également en mesure de l'organiser. Organiser la donnée, pourquoi l'organiser déjà? Parce que finalement, votre donnée, vous l'avez certainement organisée selon la hiérarchie répertoire sous répertoire qui vous est propre, que vous avez mis en place au sein d'une unité. Pour autant, la hiérarchie du jour n'est pas forcément celle du lendemain, et elle répond à un besoin présent, pas forcément à un besoin futur. Refaire l'ensemble de cette réorganisation demande un travail fastidieux, et qui bien souvent n'est pas fait, et finalement on s'en contente, mais il y a une vraie difficulté à traiter avec cela. Inquiro va pouvoir permettre de réorganiser la donnée
selon des vues que vous allez construire vous-même dans l'application. C'est une vue dynamique et qui correspond aux besoins particuliers de la donnée. Pour éviter de vous perdre, je vais faire tout de suite l'analogie avec iTunes. iTunes, avec toutes vos musiques que vous stockez dans iTunes, vous êtes en mesure de trier votre donnée par auteur ou par interprète, par genre, voire par genre et par année. Inquiro va procéder de la même façon et va vous permettre d'une information qui est celle de votre source de données, donc organisée par répertoire, hein, projet, et dans un projet j'ai des informations, je vais pouvoir dans cette vue dynamique réorganiser ma donnée au sein d'un projet, mais également par statut. Globalement, je sais que dans ce projet, je suis en mesure de retrouver toutes les informations dont le statut est started, ongoing, completed. Donc voilà, c'est un peu l'analogie qu'on faisait tout à l'heure, que je faisais tout à l'heure sur iTunes. Troisième élément dans la partie contextualisée, c'est l'annotation. L'annotation, annoter un jeu de données, c'est l'enrichir. L'enrichir via l'utilisation de plus de 100 ontologies dans Inquiro, des ontologies publiques, donc des ontologies publiques de référence qui sont maintenues par les universitaires la plupart du temps, et sur lesquelles vous allez pouvoir finalement échanger avec un set de vocabulaire commun, mais également des ontologies, ou des dictionnaires qui vous sont privés. Donc ce sont l'ensemble de ces dictionnaires que vous allez utiliser dans Inquiro et auxquels vous allez associer les données que vous voulez traiter. Dans ce contexte, Inquiro va reconnaître les termes d'intérêt. On a vu tout à l'heure la partie scientifique avec des mots qui sont vraiment du domaine d'activité, de votre domaine d'activité. Donc de reconnaître des termes d'intérêt via des mécanismes de machine learning, mais également via des mécanismes qu'on appelle NLP pour Natural Language Processing. Vous allez permettre de révéler des termes qui sont représentatifs grâce à la structure des phrases. C'est-à-dire que le contexte du mot dans la phrase est porteur d'informations. Si je veux illustrer un petit peu et en vulgarisant, dans la phrase « il met son pull » versus la MET, M-E-T en majuscule, correspondant à la méthionine, est un acide aminé, on a des informations qui n'ont pas la même valeur. Le mot MET, M-E-T, est reconnu dans « il met son pull » mais n'est pas pertinent, là où la méthionine a un vrai sens, au sens scientifique. Troisième élément, des notions de deep learning, alors ce sont des notions techniques certes, mais qui permettent justement de révéler des termes qui sont représentatifs par entraînement de réseaux de neurones. Le vulgariser, c'est citer Google. Google qui va proposer ou suggérer des recherches associées sur une recherche donnée. Donc c'est le même principe. À l'issue de ces trois mécanismes, vos données vont être annotées, c'est-à-dire que vous allez enrichir et apporter de l'information à vos données sur la base de ces ontologies, de vos systèmes de référence. Pourquoi annoter? Parce que derrière, il nous faut retrouver de l'information. Retrouver de l'information, c'est l'objet même d'un moteur de recherche. Dans Inquiro, vous allez pouvoir, à l'image de ce que peut être Amazon, pour ceux qui connaissent, et la plupart d'entre nous connaissons, c'est permettre de rechercher un élément et puis de pouvoir affiner au fur et à mesure cette recherche via l'utilisation des facettes, donc sur la partie gauche de l'écran, l'utilisation de facettes qui va permettre d'affiner la recherche pour obtenir un nombre de résultats, donc un nombre de documents pertinents, restreints, correspondant réellement à ma recherche. Je vais pouvoir également identifier dans ces documents la recherche exacte, ici l'aspirine ou le glucose, mais également les synonymes associés
à cette recherche. Typiquement, l'acide acétylsalicylique est bien un synonyme de l'aspirine, et donc nos moteurs de recherche, nos moteurs de machine learning savent et reconnaissent ces éléments dans le texte de vos documents et les mettent en exergue. La recherche, c'est également être en mesure, être en capacité de rechercher par des structures, via des structures chimiques, voire des sous-structures chimiques. Si on recherche une sous-structure chimique, on va pouvoir obtenir du coup un set de structures chimiques contenant cette sous-structure et identifier par là même des résultats les plus pertinents, soit en termes exacts ou approchés, soit en sous-structure, et donc élargir et d'extrapoler la recherche initiale. Exploiter, c'est également identifier la disponibilité de la donnée. La disponibilité de la donnée, ça veut dire quoi? C'est au travers de graphes tels que celui-ci, ça s'appelle une heatmap. C'est permettre de mettre en évidence un statut, un état sur un jeu de données. Par exemple, je veux identifier si j'ai réalisé toutes mes expériences sur tous mes sujets d'études. C'est ce qui apparaît sur l'écran ici. Et typiquement, on voit dans cette représentation que les études phénotypiques, les études phénotypiques n'ont pas été réalisées sur le sujet 2 de mon étude. Je vais pouvoir ainsi avoir un bilan plutôt que de faire une recherche empirique au travers de toutes mes expériences. J'arrive ici visuellement à identifier ce qui manque de ce qui a été fait. Identifier la donnée, c'est également être en mesure d'identifier des patterns, identifier des signatures. Dans le cas qui est présenté ici, on a des symptômes versus des composés chimiques, des gaz en l'occurrence, et on identifie que le sujet n'est pas très heureux, certes, mais il est réel, qu'entre le gaz moutarde et puis le gaz sarin, on a une signature en termes de symptômes qui est identique. Et pour cause, le gaz sarin et le gaz moutarde ont des molécules en commun qui expliquent cette signature symptomatique commune. L'idée derrière, elle est intéressante parce que les gaz sont volatiles, l'identification même de ces gaz est difficile, donc il faut trouver aux autorités des moyens, au laboratoire, des moyens annexes ou détournés d'identifier rapidement la donnée ou la potentielle attaque en l'occurrence sur la base de symptômes. C'était l'exemple choisi et réel ici. Exploiter la donnée, c'est également être en mesure de faire des liens entre les informations que j'ai dans mon set de données. Dans le cas présent, sur un dictionnaire précis, qui sont ici les organismes, je sais mettre en évidence, identifier que d'autres organismes sont cités conjointement avec, le cas ici, c'est les bactéries gram-positives. Donc je sais que dans mes documents, j'ai une association récurrente, plus ou moins récurrente, de ces bactéries gram-positives avec d'autres bactéries telles que les salmonelles, telles que les streptocoques. C'est l'exemple qui est donné ici. Ça permet réellement de faire des liens entre les données, d'établir des ponts et d'élargir du coup la base de connaissances et la base d'activité. Exploiter, c'est également partager de l'information. Inquiro est une plateforme de collaboration. Générer de la donnée, c'est primordial, ça devient récurrent et le volume même de données qui est exposé est important. Être en mesure de la partager au sein de l'entreprise devient également quelque chose de primordial. Et vous allez au travers d'Inquiro être en mesure de partager non seulement votre donnée, mais également la représentation même de ces données au travers des vues. On a vu tout à l'heure les vues dynamiques qui permettent de réorganiser la donnée. Donc ce sont des choses que vous allez pouvoir partager
avec vos collègues si vous pensez que la vue est pertinente. Vous allez pouvoir également partager des résultats de recherche. Vous avez cherché quelque chose et vous avez trouvé le moyen de descendre à l'information primordiale et essentielle, et vous voulez non seulement la garder, mais la partager. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire au travers de l'interface Inquiro. Donc si je résume, Inquiro s'appuie sur trois grands piliers, que sont le fait de fédérer. Fédérer, c'est collecter automatiquement l'information, c'est gérer des sources de données hétérogènes. Suite à la collection, à la récupération de données, je sais contextualiser mes données. Contextualiser, c'est détecter des entités scientifiques. On a vu par exemple sur des mots, mais également sur des éléments chimiques. C'est enrichir l'information via l'utilisation de l'intelligence artificielle. Enrichir, c'est ce que l'on veut, c'est annoter. Et puis ça permet également de réorganiser l'information grâce aux métadonnées. Donc métadonnées, je rappelle, ce sont les caractéristiques mêmes du document ou des informations contenues dans ces documents. À l'issue de cette contextualisation, la recherche elle devient plus efficace, et grâce aux représentations graphiques avancées qu'offre Inquiro, vous êtes en mesure d'identifier des patterns, des manques, en tout cas et des liens entre les données qui donnent une valeur nouvelle ou une dimension nouvelle à vos données. Si vous le voulez bien, on va passer quelques minutes sur 2 cas d'utilisation, suite à quoi on pourra prendre quelques questions. N'hésitez pas, même entre-temps, à les poser dès à présent, et on y répondra dans la foulée. Ok, merci Stéphane. Donc, on va vous présenter maintenant 2 cas d'utilisation. Alors, juste pour revenir un peu généralement, donc aujourd'hui Inquiro est utilisé chez plusieurs clients, on a plusieurs centaines d'utilisateurs, et en fait c'est dans différents cas d'utilisation. Donc là on en a pris 2, mais en fait ça peut se décliner évidemment dans d'autres cas d'utilisation qui peuvent être justement pharma ou chez des semenciers ou dans l'agroalimentaire. Puisque nous sommes spécialistes autour de la donnée scientifique et plutôt en life science et chimie. Donc ce premier cas d'utilisation est un cas d'utilisation que l'on a eu avec une société pharmaceutique à l'étranger. Pour remettre un petit peu le contexte, donc c'est une société qui a fait l'acquisition d'une biotech aux États-Unis pour récupérer donc évidemment les assets scientifiques et des brevets sur 2 vaccins. Après l'acquisition de cette société, ils ont dû déposer les dossiers auprès de la FDA pour l'autorisation de mise sur le marché, et ils ont dû revenir sur les données expérimentales de base pour justement pouvoir répondre aux questions des autorités. Le problème, c'est qu'entre-temps, que ce soit les personnes n'étaient plus là. Ils ont dû donc aller rechercher de l'information dans, on va dire, un quelque chose étant globalement un repository dans lequel il y avait plus de 3 millions de fichiers, donc d'une très très grande diversité. Ça pouvait être des images, des données de différents types d'expérimentation. Ou des rapports et des publications. Et il fallait qu'ils retrouvent l'information pertinente dans ce gros paquet de données, de fichiers. Donc c'est là où nous sommes intervenus. Finalement, donc on a fait dans un premier temps la collecte de l'ensemble de ces données donc dans Inquiro. C'est ce que l'on a ici. Donc on a pu faire ça de manière extrêmement rapide grâce justement aux différents connecteurs et à notre expérience autour des technologies Big Data que nous utilisons. Donc ça, c'était la première phase donc de collecte de l'information. Nous avons fait tourner nos algorithmes de contextualisation qui a permis d'identifier tout ce qui est termes, éléments importants, donc évidemment scientifiques, donc autour en l'occurrence des vaccins, des protéines, des gènes, du type d'expérimentation et tout ça. Donc tout ça a pu être identifié. On a pu donc, on va dire, un peu taguer, comme vous avez pu le voir dans les captures d'écran, l'ensemble de ces documents avec justement ces termes scientifiques.
Derrière, il y a pu avoir la réorganisation des documents comme le souhaitent les scientifiques, de façon à ce qu'ils puissent retrouver de manière pertinente leurs données. Et puis enfin, ils ont exploité l'ensemble de ces données. Alors derrière exploitation ici, c'est l'utilisation vraiment de la partie graphique pour justement finalement naviguer et voir exactement quel était l'asset scientifique associé justement à ce gros volume de données qu'ils avaient pu récupérer. Donc au-delà des brevets finalement qui étaient rachetés, ils ont pu complètement pérenniser cette donnée, voir exactement ce qui avait été fait en termes d'expérimentation, de façon à derrière pouvoir l'exploiter, l'interpréter au mieux. En termes de résultats, donc le premier point qui était le point le plus important pour eux, c'était l'identification rapide donc des documents d'intérêt pour répondre aux autorités. Pour information, ils mettaient plus d'un jour pour, on va dire, un type de fichier particulier, et ils sont passés à quelques minutes vraiment pour retrouver de manière extrêmement pertinente le bon document qui leur permet de répondre aux autorités. Le deuxième élément, ça a été de pouvoir intégrer complètement ces données dans leur système d'information. L'ensemble des données devenait complètement actionnable. Ils savaient ce qui avait été fait dans la société qui avait été acquise, et donc ils pouvaient récupérer ces informations, les traiter et voire compléter certaines expérimentations s'ils sentaient qu'il y avait besoin effectivement de confirmer un certain nombre de choses. Et puis le dernier élément, c'est d'avoir une cartographie de l'ensemble de ces données pour justement pouvoir mieux identifier ce qui est d'intérêt. Et là encore, ça rejoint l'aspect intégration dans le système d'information. Ça leur a permis d'identifier des éléments qu'ils n'avaient pas identifiés au départ suite à l'achat de cette entreprise et qui complétaient éventuellement les études qu'ils avaient en cours, ou alors qui leur ont permis de prendre des décisions sur, par exemple, démarrer des études sur tel type de cible, par exemple, se basant sur les données justement qui avaient été fournies par la société rachetée. Donc voilà, ça c'est le premier cas d'utilisation que je vous soumets avec Inquiro. On a un deuxième cas d'utilisation qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui. C'est dans le cas donc plus classique de gestion de données scientifiques donc d'un laboratoire. Alors vous avez sur la gauche là les 5 points principaux autour de la problématique qui sont assez communs. C'est d'un côté des équipes multisites. Là, en l'occurrence, le laboratoire, il était sur 2 continents différents et il devait y avoir 4 à 5 sites. Donc, on va dire des équipes qui étaient vraiment réparties sur plusieurs fuseaux horaires en plus et donc localement à des endroits différents. Avec très souvent malheureusement, et c'était leur cas, des données qui étaient stockées sur des espaces qui étaient plus ou moins partagés, et en tout cas souvent partagés que localement, donc qui posaient des problèmes évidemment de partage d'informations au sein même du département. Une grande variabilité aussi de l'organisation des données, donc on va dire localement les gens s'organisaient comme ils le souhaitaient. Ce qui en soi des fois est très performant en termes de productivité, mais qui peut poser des problèmes dès qu'on essaie de consolider des informations à un niveau supérieur, ce qui était leur cas. Du coup, des recherches d'informations qui étaient très difficiles, dans certains cas clairement impossibles, et puis aussi une perte d'historique, puisque les projets en général ne se cantonnaient pas à des projets locaux, mais bien des projets globaux, où ils devaient faire passer justement l'information de site en site selon l'expertise technique qu'ils avaient, et donc pas possibilité d'unifier l'ensemble de cette information, et donc une perte d'historique. Donc dans ce cadre-là, donc Inquiro a été utilisé pour centraliser l'ensemble donc des données de ce laboratoire, ce qui dans un premier temps a permis finalement aux différents profils, aux différents rôles de pouvoir avoir accès à l'information. Que ça soit le chef de projet qui en général était justement sur des projets qui étaient sur plusieurs sites, par exemple, mais aussi au responsable de l'aire thérapeutique qui lui avait plus une volonté d'avoir une vue exhaustive de ce qui était fait dans le cadre de l'ensemble des projets, mais bien sûr les cadres de laboratoire sur le suivi d'activité et les techniciens qui génèrent l'information et la donnée. Donc, Inquiro est utilisé en ce cas-là comme un espace commun dans lequel on fédère l'ensemble de l'information. Donc là, comme l'a expliqué tout à l'heure Stéphane, je dis bien fédérer parce que dans des cas, il y avait vraiment
mettre l'information dans Inquiro physiquement. Et dans d'autres cas, c'était uniquement faire en sorte que Inquiro soit au courant que cette donnée était à un autre endroit, un file system par exemple, ce qui est souvent le cas par exemple dans des données très massives comme les données génomiques. Donc on ne recopie pas les données, mais on y fait juste référence. Donc un espace commun dans un premier temps. Un élément clé, c'est d'utiliser un langage commun, donc ce sont des dictionnaires communs, c'est tout ce que l'on a dit autour des ontologies. Donc là, on utilise bien sûr des ontologies publiques qui permettent en plus de pouvoir communiquer avec l'externe, de pouvoir aussi bénéficier de toute l'expertise qui est faite à l'extérieur. Bien sûr, des données internes à l'entreprise, avec en l'occurrence des données de master data management de l'entreprise, et bien sûr des données beaucoup plus spécifiques dues à l'expertise qu'avaient les scientifiques. Donc ça crée finalement un espace partagé dans lequel l'ensemble des documents étaient référencés. Quand je dis documents, c'était vraiment tout type de documents, biblio, rapports de projet, mais aussi données de laboratoire, avec la capacité en plus donc de fédérer une recherche sur l'ensemble de ces données de ce laboratoire, mais au-delà aussi, puisqu'il y avait d'autres cas d'utilisation d'Inquiro au sein de l'entreprise, de pouvoir en plus justement fédérer cette recherche avec d'autres départements du laboratoire qui permettaient de complètement faire des recherches complètement transverses sur l'ensemble des données qui avaient été soumises à Inquiro. Du coup, pour conclure en termes de solutions face aux problématiques énoncées, c'est la centralisation de la connaissance scientifique qui a pu être fait dans ce cas-là au sein du laboratoire, l'amélioration de la traçabilité puisque l'ensemble des choses se retrouvaient, enfin des documents et des expériences se retrouvaient dans le système, une organisation qui était complètement orientée par le métier et non plus par juste des besoins techniques ou des besoins, on va dire, éventuellement personnels. Un accès instantané à l'information grâce au moteur de recherche, il n'y avait plus de problème de savoir où était la donnée, les gens pouvaient le retrouver de manière instantanée. Et enfin, une transparence, car l'ensemble des données étaient partagées entre les départements. Évidemment, là-dessus, ils pouvaient choisir exactement ce qu'ils souhaitaient partager. Il y avait par exemple des cas où les données, elles étaient en train d'être validées, auquel cas les données restaient dans un périmètre, elles n'étaient pas publiées, puis à un moment donné, elles devenaient partagées dans l'ensemble de l'entreprise. Donc voilà les solutions qui ont été apportées grâce à la solution Inquiro face à cette problématique de laboratoire. Je te repasse la parole. Stéphane. Très bien, merci David. Je crois qu'il y a eu quelques questions en parallèle. Alors, tu veux les prendre, Erwan ? Oui, je peux commenter. Il y a eu 2 questions techniques. J'ai essayé de répondre par écrit et n'hésitez pas à me dire si les réponses sont un peu trop rapides ou simples. Et il y a 2 questions qui sont peut-être un peu plus compliquées à répondre par écrit, donc je vais les énoncer et puis tenter d'y répondre. Il y en a une qui est les scientifiques ont leurs propres outils d'exploration optimisés pour leur thématique. Comment dialoguer, connecter avec ces outils? C'est effectivement une excellente question. C'est difficile d'apporter une réponse générique parce que ça va vraiment dépendre du cas d'usage. Il faut voir que nous, si on veut faire une réponse générale quand même, on utilise ces systèmes qu'on va appeler plutôt structurés, plutôt des bases de données finalement, des référentiels. On va les utiliser plutôt comme information pour enrichir le reste des données. Donc on va s'y connecter, ça peut être un référentiel de projet, ça peut être un cahier de laboratoire électronique qui va stocker les informations sur les expériences, un LIMS qui va stocker les informations sur les échantillons. Et en fait, tout ça pour nous, c'est des manières d'enrichir la donnée. Donc en fait, on va utiliser ces outils comme des outils pour améliorer la qualité de notre annotation de manière assez performante et pertinente puisque c'est assez spécifique. Et ça, c'est la mise en place en termes souvent de projets avec nos clients qui va aboutir à la mise en place d'une connexion à ces systèmes. Mais encore une fois, c'est adapté aux besoins et à ce qu'on veut faire de l'information. Donc je reste très général dans cette réponse, mais c'est difficile d'aller dans le détail sans connaître plus. Et ensuite, il y a une deuxième question qui est encore non répondue, c'est est-ce une application qui permet les collaborations avec des acteurs hors entreprise? Tout à fait. Donc, on ne l'a pas dit, mais c'est une application qui peut être installée soit chez nos clients, ce qu'on appelle on-premise,
soit sur le cloud, selon les besoins de nos clients. Pourquoi je mentionne ça? C'est parce que classiquement, quand on a des collaborations inter-entreprises, on a des cas d'usage dans des consortiums. En fait, on fait une installation sur le cloud et les différents participants peuvent accéder à cette instance et collaborer, partager des données. On a une collaboration en particulier avec le cardiovasculaire, sur des thématiques cardiovasculaires et les hôpitaux de Paris, ainsi qu'un certain nombre de boîtes de pharma. Et ils collaborent grâce à Inquiro. Donc c'est vraiment un cas d'usage très typique, le partage de données massives avec un minimum d'annotation qui permet à tous les participants d'avoir la même connaissance et le même niveau d'information sur les données qu'ils partagent. Et là, je vois qu'il y a eu d'autres questions plus récemment. Alors sur les connecteurs pour les données acquises, donc d'acquisition, j'imagine, corporate ou commercial ou custom. Alors effectivement, hein, je pense comme beaucoup de solutions, les connecteurs, ça reste quelque chose qui peut être générique. Hein, un connecteur sur un système de fichiers, c'est très générique. Sur SharePoint, très bien. Et puis après, tout le reste, c'est-à-dire tous les logiciels qui peuvent être plus ou moins spécifiques. Donc là, typiquement, il y a plusieurs cas. Soit on l'a déjà, et donc c'est assez facile. Soit on ne l'a pas. Et donc là, on va étudier le logiciel. Est-ce qu'il a une API? Est-ce qu'il a une base de données? Et fonction des cas, on va éventuellement écrire un connecteur. C'est assez classique pour nous sur des projets d'envergure moyenne d'écrire de nouveaux connecteurs, évidemment, sachant que, bien entendu, on a déjà les connecteurs les plus génériques de type, encore une fois, file system, GED, base de données de manière assez générique. Et puis, on a également des connecteurs au cahier de laboratoire et au LIMS, en particulier IDBS. Donc voilà, en général, ça se passe assez bien. Les connecteurs sont en général pas un challenge important du projet. C'est pas un souci. Tout à fait, y compris sur des solutions plus corporate qui sont développées in-house ou en général, enfin là en l'occurrence, nous on a pu se connecter à un certain nombre de systèmes qui utilisent finalement des technos extrêmement classiques et donc compte tenu que notre logiciel se base aussi sur des technologies standards, donc il n'y a pas de souci effectivement pour récupérer les informations qui sont pertinentes et les connecter à notre système. Juste sur un point concernant la partie confidentialité, alors ça dépendrait effectivement de comment l'entreprise considère effectivement le cloud et la confidentialité de ces données. Pour travailler avec les pharma qui ne sont pas les entreprises les plus discertes et volontaires à aller sur le cloud, elles sont en train de prendre quand même ce chemin-là aussi, parce que derrière, un certain nombre d'acteurs met les moyens pour s'assurer de la confidentialité, évidemment, de l'information sur ces data centers. Donc, il y a différents niveaux de qualité de service, et au-delà de la qualité de service, c'est aussi effectivement de la partie confidentialité qui est mise en place de façon à ce que ça soit, on va dire, rassurant. Tout à fait. Il y a une question assez technique sur les connecteurs. Pouvez-vous écrire vous-même des connecteurs? Absolument, oui, vous pouvez écrire vous-même des connecteurs. Certainement que vous connaissez bien votre système, donc c'est déjà la moitié du chemin. Et ensuite, pour nous, en fait, on a une API qui est documentée et qui permet de créer des objets, de les modifier, etc. Donc oui, on a des gens qui ont déjà créé des connecteurs, en particulier avec des outils que l'on appelle des ETL. Je vais en citer un ou deux pour exemple, donc des outils comme Talend ou Pipeline Pilot, qui en fait sont des outils un peu génériques pour transférer de l'information d'un système à un autre. On a des clients qui utilisent ces outils-là et qui vont requêter une base d'un côté et pousser l'information dans Inquiro de l'autre ou vice-versa. Et donc oui, on a une API pour répondre simplement qui est documentée et qui permet de faire la totalité des actions qu'on peut faire dans l'application. Donc oui, vous pouvez tout à fait créer un connecteur vous-même et c'est déjà arrivé, donc pas de problème. Voilà. Et en termes de guidelines, on a surtout une documentation en fait qui explique comment le faire et on peut fournir des exemples. En général, les exemples sont assez utiles pour développer ce genre de connecteur. Alors peut-être je vais laisser répondre mes camarades, peut-être Stéphane sur le RGPD.
Sur la partie RGPD, aujourd'hui, nous, on n'a pas, on va dire, de module spécifique dans inQuiro qui permettrait, par exemple, d'identifier les données spécifiquement liées, on va dire, à des clients ou à des données personnelles. Ça, c'est un premier élément. Mais sinon, on n'a pas on va dire, de choses particulières relatives à la RGPD, dans le sens que on connecte notre système à des données d'entreprise qui sont rarement des données ou des informations liées soit à des clients, soit à des choses qui sont personnelles. Ce sont vraiment des données scientifiques. Et les seules données, on va dire, personnelles, c'est le fait que la donnée a été générée à un moment donné par un employé de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on n'a jamais eu de cas spécifique dans lequel, on va dire, les thématiques de RGPD on va dire, dans lequel on a été impliqué pour effectivement ces thématiques de RGPD. Si on prend par exemple, puisque dans inQuiro, on peut avoir des données patients, aujourd'hui, les données patients sont anonymisées dans les cas d'utilisation que l'on a avec inQuiro. Donc on n'est pas ben voilà, effectivement, il y a une question autour du dossier patient. Donc on n'a pas de dossier patient, c'est dans le cadre d'études cliniques et jusqu'à présent, toutes les études cliniques sont sur des données anonymisées. Je crois que, sauf erreur, on a fait relativement le tour des questions. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Il y avait la question autour de clients lourds. Je ne sais pas si on a répondu. Oui, il me semble que j'avais répondu par écrit en disant que donc inQuiro, c'est une application de type web, donc plutôt client-serveur. Donc en fait, c'est installé à un endroit et tout le monde y accède au travers d'un navigateur web. Voilà, donc ça marche sur tout OS, sachant qu'il faut avoir un navigateur. C'est ça. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on peut... On peut clore effectivement. N'hésitez pas, si dernière question il y a, à nous solliciter. Il me semblerait que non. On conclut donc ici ce webinaire en vous remerciant de votre participation active au travers de ces questions. Merci beaucoup à vous. Je vois qu'il y a des merci qui apparaissent et très bien. Merci à vous de votre écoute, de votre attention. Et puis, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, évidemment, contactez-nous. Nous, on vous fera quoi qu'il en soit parvenir les slides, en tout cas la présentation d'ici le milieu de la semaine prochaine. On reprendra évidemment aussi contact avec vous pour assurer un suivi autour de ce webinaire et répondre éventuellement à d'autres questions qui entre-temps auraient émergé. Merci encore, très bonne journée, bonne fête de la musique, bon match, ça dépend des intérêts de chacun. Et en tout cas, à très bientôt, je l'espère. Merci, au revoir. Au revoir.